Monsieur le secrétaire général, chers amis de l'ARI et chers amis en dehors de l'ARI, je vais aujourd'hui faire quelque chose que je n'ai jamais fait devant personne. Et je ne dis pas que j'ai peur de le faire, mais d'habitude je fais des choses sérieuses, de la géopolitique avec des cartes bourrées de cartes. Et aujourd'hui, ce ne sera pas du tout le cas. Je vais vous raconter des histoires pour vous détendre et vous faire rire éventuellement. Et vous avez le droit de ne pas rire si vous ne voulez pas. Alors, j'ai fait non plus une carte, mais un petit pense-bête. C'est simplement que les anecdotes sont dans des pays différents et qu'elles s'emboîtent quelquefois les unes dans les autres. Donc, en mémoire, je préfère les écrire comme ça, chacune d'elles. Et en vérité, j'en avais sélectionné beaucoup plus. Beaucoup plus, presque là, oui, 50% de plus. Mais j'ai pensé que ça vous assommerait, toutes ces anecdotes, finalement. Et si le secrétaire général en est d'accord, et surtout, si vous avez aimé les premières, je vous servirai éventuellement les secondes. C'est une première sélection, si vous voulez. Alors, en fait, des anecdotes. Pourquoi des anecdotes? Parce que j'estime, mais je me trompe peut-être, que quelquefois une anecdote rend mieux compte de la situation d'un pays qu'un long discours dogmatique et sérieux. En effet, par exemple, pour l'apartheid, plutôt que de disserter sur l'absurdité de l'apartheid, je crois que 2 ou 3 anecdotes qui en font voir, en font toucher la diversité, on retient mieux peut-être et on comprend mieux le problème qui s'est posé. Alors, cela étant, on va commencer, si vous voulez bien, par ma première ambassade, Haïti, puis on va aller jusqu'à la 5e. Alors, je ne savais pas, quelquefois, si je ne devais pas, parce que c'est peut-être plus intéressant dans les 2 dernières, commencer par les 2 dernières et remonter vers... non, mais de toute façon, je commence quand même par la première, ça me semble plus logique. Puis à la fin, si j'ai le temps, si on me donne le temps, parce que je ne pense pas que ça demande beaucoup de questions, il y aura 2 personnages sur lesquels je voudrais vous raconter une histoire quand ils sont venus à notre ambassade à Tokyo. Et c'est assez amusant. Bon, alors, la première chose, Haïti. Haïti, eh bien, j'étais très jeune, à l'époque, j'avais 31 ans, quand j'ai été nommé en Haïti. C'est le seul poste de ma vie que j'ai demandé. Je l'ai demandé, d'abord personne tellement ne le voulait, parce que le poste, ça l'est toujours, un des plus pauvres du monde et un peu le plus déshérité du monde. Mais moi, je pensais qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on devait faire quelque chose pour les Haïtiens, parce que au fond, c'était le premier à s'être décolonisé de nous, au tout début du 19e siècle. Alors qu'on faisait quelque chose de considérable pour les pays nouvellement décolonisés d'Afrique, on ne faisait rien, on n'avait jamais rien fait, à vrai dire, pour la malheureuse Haïti. Donc c'était un défi en quelque sorte. Et je m'y suis lancé un peu à corps perdu, en essayant de passionner mes collaborateurs, qui étaient très peu nombreux d'ailleurs, pour le développement de ce pays. C'est-à-dire, l'idée, le mot était à la mode à l'époque, changer la vie. Il fallait changer la vie en Haïti en quelques années. C'était bien ambitieux, comme vous l'allez voir. Alors, j'avais une somptueuse résidence, merveilleuse, car elle était sur une éminence. Derrière, il y avait les montagnes de Keskov, et de l'autre côté, d'un parc de 7 hectares,
avec des flamboyants et du kikuyu. Il y avait la baie de Port-au-Prince, cette immense baie bleue. C'était vraiment un endroit magnifique. La maison elle-même, c'était comme la maison au temps n'emporte le vent, vous savez. Le toit était constitué on l'avait transformé en salle de bal. Et il y avait une piscine en grès rose et un petit temple de l'amour en marbre blanc. C'était vraiment qui dominait la piscine. C'était vraiment un rêve. Et quand j'y suis arrivé, j'étais vraiment surpris. Mais ce rêve faisait pendant à une misère affreuse, une misère terrible. Les bidonvilles d'Haïti, les gens toujours très d'ailleurs bien habillés, les femmes portant des robes bien repassées et tout, mais la misère était là, la misère qui faisait que beaucoup d'enfants mouraient, que ce pays était en train de disparaître, surtout par manque de communication. On ne communiquait plus d'une ville à l'autre. Il y avait des sentiers, mais il n'y avait plus vraiment de route carrossable. Alors, voyant ça, j'ai décidé de faire attribuer par le président Pompidou, servait à cette époque, le Fonds d'aide et de coopération, c'est-à-dire le FAC. Et grâce à Michel Jobert, qui était son plus proche collaborateur, le secrétaire général de l'Élysée, grâce à Michel Jobert, j'ai obtenu une entrevue avec le président Pompidou. Malheureusement pour moi, ce jour-là, il était en rogne, je ne sais pas pourquoi. Il avait d'énormes sourcils, vous savez, et ses sourcils se rejoignaient presque. Il est en rogne et j'ai commencé à lui débiter mon relais, n'est-ce pas, ce que Haïti représentait. Il m'écoutait, mais il se renfrognait de plus en plus. Alors j'ai pensé, j'ai joué le tout pour le tout. Je lui ai dit, et là maintenant quand je réalise ça, c'était un culot terrible, je lui ai dit, Monsieur le Président, je ne suis pas en Haïti pour jouer au golf comme mes prédécesseurs, mais je n'ai pas dit comme mes prédécesseurs. Je ne suis pas ici pour jouer au golf, mais pour changer la vie de ce pays. Alors, de deux choses l'une, ou vous me donnez le Fonds d'aide et de coopération, le FAC, ou je vous rends mon tablier, entre guillemets. Vous savez, on rend son tablier, c'est une bonne qui dit à sa patronne, si vous m'embêtez davantage, je vous rends mon tablier. J'étais dans le rôle de la bonne et lui de la dame. Et alors là, j'ai cru vraiment qu'il allait me mettre à la porte. Il est venu comme ça, tout dressé. Et il y a eu, vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Match Point, où la balle de tennis va d'un côté ou de l'autre du filet. Si elle va du bon côté, on a gagné. Si elle va du mauvais, on a perdu. Je croyais qu'elle allait tomber sur le bon. Elle est tombée sur le bon. Il a éclaté de rire. Et il a dit, ben vous avez un certain culot, votre fac, vous ne l'aurez pas demain, vous l'aurez ce soir. Je vais le faire par Jobert. Je suis parti, j'étais confiant à l'époque, je suis parti tranquillement, étant sûr de ce qui allait se passer et très content de ma victoire. Mais ce n'était pas une victoire car les semaines, je suis revenu en Haïti, les semaines passaient, toujours rien du tout. Alors là vraiment, je suis retourné à Paris et là j'ai vu, c'était bloqué par le directeur du Trésor. J'ai été voir le directeur du Trésor qui m'a dit, si tu as réussi, c'était un camarade, si tu as réussi à faire des osoteries au président, à moi, un tel, je ne dirai pas son nom, tu ne m'en feras pas faire, tu n'auras jamais un sou pour ces gens-là. Alors j'étais, à nouveau, j'ai demandé cette fois à voir Jobert, je lui ai expliqué la chose, et cette fois il a promis de faire le nécessaire et j'ai obtenu le FAC. L'homme qui devait s'occuper du FAC est venu, le conseiller est venu à Port-au-Prince. Mais toujours pas
de décision avec le FAC. Nous avions décidé de faire la route de Jacmel. Si j'avais eu le temps, je vous montrerai où est Jacmel, mais en gros, Haïti a deux pointes comme ceci, et la capitale est au milieu, Port-au-Prince, et Jacmel est sur l'océan, et sur la mer des Caraïbes plus exactement. Et Jacmel était une ville complètement coupée, c'est une des régions les plus riches théoriquement du pays par son agriculture, mais elle était coupée du reste du pays par manque de communication. Donc la première chose, c'était de rétablir les communications et de faire une route goudronnée entre la capitale, Port-au-Prince et Jacmel. Mais à chaque conseil d'administration du FAC, l'échec, on représentait toujours cette malheureuse route et c'était toujours rejeté. Alors là, il m'est venu une idée, je n'hésite pas à dire qu'elle était géniale. Je me suis renseigné sur ce qui se passait au FAC. Et c'était le chargé, enfin celui qui est un parlementaire, qui bloquait toujours, les autres étaient d'accord, mais le parlementaire, membre du comité directeur du FAC, bloquait toujours pour Haïti. Et j'ai su que c'était un grand chasseur devant l'Éternel. Et je me suis dit, je vais l'inviter à chasser le crocodile dans la baie de Jacmel. Effectivement, c'est bourré de crocodiles, c'est où c'était, je ne sais pas ce que c'est maintenant. Et il est venu, il a tué 7 crocodiles. Je le vois encore mettant les peaux, ils ont été dépouillés sur place, et je le vois encore mettant les peaux des crocodiles dans l'arrière de ma voiture. Et tenez-vous bien, la suivante réunion du FAC, il a dit oui à la route de Jacmel. Alors, la route de Jacmel, ça a été mon grand œuvre en Haïti, elle est superbe. Si vous allez à Jacmel, prenez-la. Il voulait lui donner mon nom. J'ai dit non, les ambassadeurs, ça passe, c'est preuve. Mais l'amitié ne doit pas passer, il faut l'appeler la route de l'amitié. Elle s'appelle d'ailleurs officiellement la route de l'amitié, mais entre nous, je crois qu'elle devrait s'appeler la route des crocodiles. Voilà pour la première histoire sur Haïti. Ensuite, le vaudou. Le vaudou. Haïti est sous le signe, je dirais, à la fois du vaudou et de la dignité. Je vais vous expliquer pourquoi la dignité, juste à la fin, un petit peu plus tard. Le vaudou. Un jour, j'étais en train de me détendre dans le parc de la résidence. Est arrivée une grande dame habillée jusqu'aux pieds d'une grande robe blanche et qui était, je ne savais pas trop ce que c'était une mambo, c'est-à-dire une prêtresse vaudou. Et elle m'a dit, brûle-pourpoint, voulez-vous accepter d'être le parrain de 2 nouveaux membres de mon Umfor, c'est-à-dire mon petit temple qui était dans la région de Port-au-Prince. Là, j'ai pensé que c'était un baptême chrétien et j'ai dit oui, mais c'était un baptême vaudou. Et à partir de ce moment-là, j'ai été invité à des quantités de cérémonies vaudou qui se passent la nuit, sous le Umfor, un petit temple construit en bois en général, avec des chandelles, des bougies, et ça se passe la nuit. On commence au coucher du soleil et on en part au lever du soleil suivant. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que le Houngan, c'est-à-dire le prêtre vaudou, ou la mambo, mais surtout le Houngan, fait des chœurs, par exemple, avec de la farine de maïs par terre, et marche dessus au son du tambour assotor pour faire venir les loas, c'est-à-dire les esprits, qui se trouvent dans la terre et qui montent donc vers l'officiant qui, lui, à un moment donné, comme on dit en créole, guinchouane. Il est chevauché par le loa. Alors des loas, il y en a des quantités. Il y a les plus célèbres, c'est le loa de la violence, de la guerre, Ogun ou Ogun Ferraille.
Il y a le Loa de l'amour, qui est une déesse, enfin un Loa féminin, qui est le parent d'un autre Loa féminin qui, au contraire, est le Loa de la vengeance et de la méchanceté. L'une s'appelle Erzuli Gérouge, c'est la méchante, et l'autre, Erzuli tout court, c'est l'amour humain. Et il y a d'autres lois, des quantités d'autres lois, j'en aurai jusqu'à demain pour vous les citer tous. Disons qu'il y a aussi dans le Humfor le loa disons, des changements, le loa de l'agriculture qui guérit du pion, etc., en quantité. Et un beau jour, donc, j'étais dans ce... Je vais vous raconter une seule ou deux cérémonies peut-être, parce que autrement ce serait trop long. La première était la suivante. Moi, je me mettais en chemise ou en short, et je me mettais dans un petit coin pour ne pas être remarqué, parce que ma présence au début les gênait. Et puis ensuite, le Umgan faisait vaporiser du rhum clairin, du clairin, c'est Dieu. Et on respirait cette vapeur de rhum, ce qui mettait les gens un peu tous dans une drôle d'ambiance. Et j'étais à côté d'une très vieille femme. En Haïti, les gens ne vivent pas bien vieux, mais elle était couverte de rides et elle était très très chancelante. Et à un moment donné, le Umgan, le prêtre, a été chevauché par le Loa de la violence. C'est-à-dire, il a pris une machette et il les faisait tourner autour de la tête des gens qui étaient accroupis. C'était un peu impressionnant. Et il roulait des yeux effrayants. Et elle s'est levée, elle a été vers lui, et elle a fait ce geste en lui expliquant que son fils était mort noyé, parce qu'ils prennent des petits bateaux qui sont des pirogues qui, enfin, chaque fois qu'il y a une tempête, comme ils ne savent pas nager, ils se noient. Son fils s'était noyé dans la baie de Port-au-Prince. Et elle lui disait en créole, « Moi, v'lais mourir, moi, v'lais mourir », ce qui veut dire « Moi, je veux mourir, je veux mourir ». Alors, le Umgan s'est approché d'elle, et lui, avec ses deux mains, je ne peux pas le faire avec vous, il a passé, c'est l'échange des sueurs, il a passé la sueur de son visage sur le visage de cette vieille femme. Et quand elle s'est relevée, elle n'avait plus de rides. Je l'ai vue de mes yeux, elle n'avait plus de rides. Elle était comme elle avait dû être 40 ans auparavant. Elle n'avait plus de rides, elle avait le sourire de l'ange de Reims, elle était exorcisée. Elle était, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Une autre fois, c'est un peu plus drôle, si on veut, il y avait le parler mort. Là, il n'y a pas de bougie, c'est au clair de lune que ça se fait, qui entre vaguement dans le Humfor. Et là, on met des Humsi, c'est-à-dire des jeunes filles, des vestales du temple. Elles s'allongent l'une à côté de l'autre, et on met un grand voile blanc sur elles, au-dessus d'elles, et elles sont censées parler avec les morts. Là, il y avait 5 ou 6 noyés, et qui allaient parler avant de retourner en Guinée, c'est-à-dire d'où ils venaient, de la Guinée africaine, où l'âme repartait vers la Guinée. Mais ils pouvaient être interrogés 1 an et 1 jour après leur mort, et c'est ce qui se passait au cours de cette cérémonie-là, où j'étais avec ma femme. Et ce qui s'est passé, c'est que on interrogeait le mort, qui était censé parler, on entendait la réponse du mort. Bon, évidemment, je ne peux pas croire que les morts puissent parler, mais les gens de Humfor y croyaient évidemment fermement. Alors, le premier mort, on a entendu parler, je ne parlerai pas des 5 autres, le premier mort était triste et furieux,
car il dit qu'il avait été dans l'eau douce pendant cette année-là, car on les met dans l'eau douce, dans une sorte de jarre, et c'est les Umsi qui portent la jarre entre leurs seins quand elles sont couchées, allongées au-dessous du grand linge blanc. Et il faisait froid, ses enfants l'avaient oublié, sa femme l'avait trompé, il était furieux. Et la femme et les enfants étaient dans le Umfor. Alors, elle avait à répondre à ça. Il y avait cette voix qui avait dit ça. Elle croyait, elle, que c'était vraiment son mari qui, avant de partir en Guinée, lui donnait un dernier message. Et elle a dit cette chose amusante, si on veut. Elle a dit, tu avais caché notre magot. Et on n'a jamais pu, après ta mort, on n'a pas pu le trouver, car tu nous avais jamais dit où tu l'avais caché. Alors maintenant, c'est le temps de le dire, puisque tu vas maintenant repartir en Guinée. Alors, je n'ai pas compris ce que le mort a répondu. Il a répondu en créole quelque chose, je n'ai pas compris. Mais tout le monde écoutait, énormément pour voir où était caché le magot. Et tout à l'avenant, j'arrête sur le vaudou. On l'a pas trouvé, non? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas la suite. Ensuite, ce vaudou intéressait beaucoup un grand personnage de l'Église, Monseigneur Danielou. Monseigneur Danielou. Je vois mon ami le Père Delon, j'essaierai de ne pas dire des choses qui seraient vexantes pour Monseigneur Danielou, qui était en outre un homme extrêmement sympathique, chaleureux et d'une très grande intelligence. Mais il y avait quelque chose, il était un peu fasciné par le diable. Il parlait toujours du diable, l'influence du diable, etc. Et il était venu en Haïti, nous l'avions reçu à la résidence, et d'ailleurs ça avait très mal commencé. Très mal commencé sur le plan du protocole. Parce que normalement, enfin je n'ai pas besoin de vous expliquer ça longuement, il y a une table très longue, l'ambassadeur se trouve au milieu d'un des côtés de la table, sa femme en face, et la première personne servie, c'est la dame qui est à la droite de l'ambassadeur, la deuxième, celle qui est à droite de l'ambassadrice, et ensuite la gauche, etc. Jusqu'au bout de la table des deux côtés. Mais cette fois, ce n'était plus des robes normales, c'était des robes ecclésiastiques, avec le Monseigneur Danielou. Il y avait l'archiprêtre, l'évêque de Port-au-Prince, il y avait toute la hiérarchie catholique d'Haïti, si bien que ma femme avait été reléguée au bout de la table. Alors, ils ont appliqué la consigne, si je puis dire, bêtement. C'est-à-dire qu'ils ont servi, après avoir servi la personne à droite de ma femme, ils ont été servir celle qui était à droite, non, après la mienne, celle qui était à droite de ma femme. Et l'autre, voyant ça, a fait la même chose de l'autre côté de la table. Si bien que Monseigneur Danielou était servi en dernier. Bon, ça avait mal commencé, mais c'était pas très grave, il était très gentil. Mais il y avait quelque chose que je lui ai dit. J'étais invité à aller voir une cérémonie vaudou à Sodo. Sodo, c'était une grande cascade en Haïti où des jeunes femmes haïtiennes, jeunes filles et jeunes femmes, se baignaient nues sous la cascade. Et ça l'intéressait beaucoup d'aller voir Sodo. Mais il avait en même temps un chant des complis à la cathédrale de Port-au-Prince. Et là, ça consistait en une série de vieilles dames tout à fait différentes. Et il était pris entre les deux, il hésitait entre les deux. Alors il m'avait dit, le diable me pousse à aller avec vous au Sodo, à la région qui s'appelle Sodo, mais mon ange gardien me veut plutôt que j'aille à la cathédrale. Eh bien,
Savez-vous ce qui s'est passé? Il est allé à la cathédrale. Cette fois encore, le diable avait perdu. Avait perdu. Maintenant, pour illustrer la dignité des Haïtiens, un jour, je me promenais dans Haïti, dans Port-au-Prince, avec moi, Maud Robard, qui était une grande peintre d'art naïf et qui était devenue une amie. Et en montant une des rues de la capitale, il y avait un vieil homme qui poussait une charrette beaucoup trop lourde pour lui et qui manifestement était épuisé. Et il portait un tricot de corps complètement déchiré, tellement déchiré qu'il n'y avait que des fils qui montaient, les trous étaient plus grands que les zones sans trous. Et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et de dire à Maud Robard, mais vous ne croyez pas qu'il aurait mieux fait, plutôt que de porter ça, d'être torse nu? Et elle m'a dit non, j'avais fait une gare parce que torse nu, ça voulait dire l'esclavage. Ça voulait dire qu'on n'était pas un homme libre. Si on portait quelque chose sur la poitrine, même déchiré, même en lambeaux, c'était qu'on était un homme et un homme libre, et pas un esclave, et pas un descendant d'esclave, venu d'Afrique. Donc, c'est pour ça que dans ce pays que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré, Haïti, vous me posez des questions, peut-être tout à l'heure je vous y répondrai volontiers, là, le maître mot, c'est quand même la dignité. Voilà pour Haïti. Alors, passons à l'Afrique du Sud maintenant, qui était le second poste où j'ai été. Et là, c'était très intéressant aussi parce que c'était, mais très dur, c'était la pleine période de l'apartheid, c'est-à-dire la ségrégation raciale. Et en arrivant, je suis reçu par le Premier ministre qui s'appelait P.W. Botha, et qui, avant même de me faire asseoir, m'a dit « Avez-vous lu la Bible ?» En afrikaans. J'avais appris l'afrikaans, ce qui n'est pas difficile du tout à apprendre, c'est un créole du hollandais. Je lui réponds oui, sans doute moins bien que vous, puisque vous appartenez à la Nederlandskerk, c'est-à-dire l'église néerlandaise. Il dit oui, alors si vous avez lu la Bible, vous connaissez l'histoire de Jéricho. Je dis oui, bien sûr. Les trompettes autour des remparts, et les remparts qui s'effondrent au son des trompettes. Il dit oui, mais avant Jéricho, le nom de la ville n'est pas connu. Ce sont les Hébreux qui ont baptisé cette ville au nom de Dieu. Eh bien nous sommes les Hébreux de l'Afrique. Nous avons baptisé tout au nom de Dieu. Et par exemple, Drakensberg, la montagne du dragon, la montagne principale de l'Afrique du Sud, l'Oranje Rivier, la rivière orange, du nom de notre dynastie hollandaise. Et nous l'avons fait au nom de Dieu. Donc, abandonner ce pays, abandonner l'Afrique du Sud, ce serait trahir Dieu. Il me regarde dans les yeux, il me dit, peut-on trahir Dieu? Qu'est-ce que vous voulez vous répondre à ça? Ça pouvait se montrer qu'il était passionnément accroché au pays de ses récents ancêtres, puisque c'est à partir seulement du XVIIe siècle que les Blancs étaient arrivés en Afrique du Sud. Et quelques jours après seulement, je suis invité par Boutelesi, le chef Zoulou. Or, les Zoulous ont une grande place en Afrique du Sud, car ce sont des guerriers extraordinaires, sont des guerriers qui ont vaincu une armée coloniale britannique qui avait qui avait traversé la frontière du Zululand à ce moment-là et qui avait écrasé les Anglais. C'est d'ailleurs un guerrier zoulou qui avait tué le fils de Napoléon III de plusieurs coups de zaguet.
au Zululand, au KwaZulu, comme on dit là-bas. Et alors là, c'était une estrade. Il y avait une estrade, nous étions assis l'un à côté de l'autre, Buthelezi et moi-même. Buthelezi, le chef Zoulou, le grand chef des Zoulous, et moi-même sur cette estrade. Et il y avait un chantre qui chantait les louanges de Buthelezi en s'accompagnant d'un tambour. Et il y avait 3000 guerriers qui avaient été rassemblés dans la poussière sur une grande esplanade immense, et ils avaient des boucliers en peau d'hippopotame et des sortes de pagnes en peau de léopard. Et à chaque fois qu'il y avait une strophe des louanges du chantre qui chantait la gloire de Buthelezi, il se levait d'un seul coup, 3000 personnes qui se lèvent ensemble, c'est une impression extraordinaire. Ils se levaient tout, ils mettaient leurs aguets au-dessus de la tête et ils poussaient un cri guttural. Et en même temps, Buthelezi me tapait sur la cuisse en me disant « My country, my people, my country, my people ». Tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, chacun des deux pensait qu'il était le légitime propriétaire du pays. Alors le 18 décembre, dans peu de temps, on m'a demandé de faire une conférence sur l'Afrique du Sud. Je vous la ferai avec beaucoup plus de détails. Là, je ne vais pas détailler les choses, mais pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, je crois que cette image, de deux images si proches les unes des autres dans le temps et si différentes, montre déjà la réalité de l'Afrique du Sud. Ensuite, il y a eu une chose assez amusante. C'est peu de temps après mon arrivée, le Premier ministre, plutôt le président, pas le Premier ministre, le président d'Afrique du Sud, a réuni les représentants ministériels des pays qui étaient des pays du groupe des 7, des groupes sur la Namibie, car la Namibie était un mandat sud-africain et la Namibie devait devenir indépendante, donc il y avait une grande réunion sous la tente, sous une grande tente blanche. Et l'ambassadeur était à côté de l'envoyé du pays, qui était en général le ministre des Affaires étrangères ou un autre ministre. Chez nous, ça n'était pas le ministre des Affaires étrangères, enfin je dirais qui il était. En tout cas, le président commence à se saluer tout le monde et le premier à parler, qui était le ministre le plus ancien dans le grade le plus élevé, ça se fait toujours comme dans l'armée, s'extasie sur les proteas. Proteas, ce sont les protées. Le proté est une plante qui est la plante de l'Afrique du Sud, la plante légendaire de l'Afrique du Sud, qu'on trouve partout sur le plateau sud-africain, proteas, et toute la tente était décorée avec les protés. Et il fait compliment au président de ces protés. Et le président explique que ça vient du dieu grec Protéos, qui, lui, avait la faculté de changer de forme. Et les protés, effectivement, il y en a des rouges, il y en a des bleus, des vertes, de toutes les formes et toutes les couleurs. Et c'est assez beau, c'est une plante grasse un peu. Et à ce moment-là, alors le second se met à dire, c'est l'américain, se dire, ah mais moi je suis du Minnesota et on a aussi une plante nationale, chaque État des États-Unis a une plante, alors je ne sais pas ce qu'il avait trouvé comme plante. Le Québécois, le Canadien qui était du Québec a dit, ah mais nous avons la fleur de lys.
comme les Français, nous avons la fleur de lys. Ah oui, et puis chacun a déroulé sa fleur et l'origine de sa fleur. Et quand ça a été fini, le président s'est levé, pas un mot n'avait été dit sur la Namibie. Il s'est levé, il a commencé à dire au revoir à tout le monde. Et on est sortis l'un après l'autre, et il y avait les journalistes qui étaient là, qui disaient alors, personne n'a osé leur dire qu'on n'avait parlé que de fleurs, et absolument pas d'autre chose, ce qui était quand même un peu ridicule. À propos du ridicule, notre troisième personnage est franchement ridicule. C'était une Marie Chantal, amie de ma femme. Je dis une Marie Chantal parce que je veux dire par là une jeune femme très snob qui venait nous voir et qu'on avait invité à dîner. Et avec d'autres personnes qui, elles, connaissaient bien l'Afrique du Sud. Et cette personne qui n'avait jamais mis les pieds en Afrique du Sud pérorait constamment, on ne pouvait pas l'arrêter, sur l'Afrique du Sud, alors qu'elle y était arrivée depuis quelques heures. Et elle dit, c'est épouvantable, ce pays, vraiment, c'est odieux. Quand je suis arrivé à la gare, il y avait des autobus où il y avait Whites Only. Whites Only, c'est quand même effrayant de voir que dans un autobus, il y a des autobus pour les blancs et des autobus pour les noirs. Et puis, elle se dit, ah, les toilettes, là, je comprends. Vous voyez comme quoi on peut être ridicule. Au fond, la dernière chose aussi qui montre le ridicule de l'apartheid, nous étions au Cap 6 mois par an et à Pretoria, la capitale officielle, 6 autres mois par an. Les mois d'été au Cap et les mois d'hiver à Pretoria. Et alors que j'étais au Cap, je suis appelé à Pretoria pour une chose qui m'avait semblé à l'époque très importante, mais dont je ne me souviens même plus de la nature. Mais il fallait que je n'avais plus pu prendre l'avion, les avions étaient complets, je devais y aller en voiture. Ça voulait dire la traversée de l'Afrique du Sud d'une après-midi jusqu'à arriver le lendemain matin en roulant tout le temps et très vite, heureusement avec de bonnes routes, même une autostrade. Et j'avais un chauffeur zoulou, très bon chauffeur d'ailleurs, mais qui commençait aux environs de Bloemfontein, au milieu de l'état d'Orange, à aller d'un côté et de l'autre de la route comme ça, il commençait à dormir. Il me dit, il fallait absolument que j'arrive à Pretoria le matin suivant. Que faire? Eh bien, j'ai dit tout simplement, je vais le bourrer de café, et puis il va continuer à pouvoir me conduire jusqu'à ma résidence de Pretoria. Et j'attendais de voir, effectivement, il y avait une belle demeure qui était une auberge, et je me suis dit, là, c'est parfait, il va prendre un bon café, je vais le bourrer de café. Et j'avance, et je dis, voulez-vous servir, en africain c'est toujours, voulez-vous servir une grande tasse de café très fort à mon chauffeur parce qu'il fait des ronds sur la route. Ah, il me dit, monsieur, non, vous, on peut vous servir, mais votre chauffeur et moi, nous sommes l'établissement réservé aux Blancs. On ne peut pas vous servir. Mais j'ai dit, mais c'est absurde, c'est lui qui conduit. Il va nous tuer. C'est lui qui a besoin d'avoir du café, ce n'est pas moi. Ah, on peut vous servir à vous tout le café que vous voulez, mais lui, il ne doit même pas entrer dans notre... Bon. Alors, je me suis mis en colère, j'ai dit... Et puis finalement, il n'y avait rien à faire. Ils étaient très polis, ils disaient, monsieur, nous ne pouvons pas aller contre la loi. C'est la loi du pays, nous n'y pouvons rien, c'est comme ça, etc. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, finalement, c'est moi qui ai pris le volant, et c'est le chauffeur qui a dormi derrière sur la banquette. Mais vous aviez pu demander le café pour vous et le donner à votre chauffeur. Oui, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Non, parce qu'il aurait fallu qu'il le consomme
quelque part, il ne pouvait plus sortir avec sa tasse de café. Non, mais vous pouvez boire un café pour vous et vous en faites. Et la prochaine fois, je vous emmènerai. Comme ça, vous me donnerez de bonnes idées. Je passe au Brésil. Alors que là, c'était sous le signe de l'apartheid, au Brésil, c'est sous le signe du gigantisme. D'abord, je vois le nouveau... J'avais présenté mes lettres de créance à un général qui avait pris le pouvoir par un coup d'État, mais était venu le premier président démocratique du Brésil, Tancredo Neves. Et j'avais demandé évidemment à lui présenter mes lettres. Et Tancredo Neves était un homme malingre, tout petit, au point que dans le fauteuil présidentiel, dans la salle de la présidence où il m'avait accueilli, ses pieds touchaient à peine le sol, une fois qu'il était assis. Mais c'était un homme très remarquable, très intelligent, qui est mort malheureusement quelques semaines après. Je vous dirai tout à l'heure que j'ai tué tous mes chefs d'État, sans hésitation, sauf la reine d'Angleterre, et même sa mère qui avait 100 ans, je n'ai pas réussi. Mais tous les autres, je les ai tués, depuis Duvalier. Bon. Alors, si vous voulez, là, c'était quelque chose d'assez étrange, car il m'a dit ceci: j'ai un pays qui est en fait composé de 24 pays. Il est immense et il est ingouvernable. Et surtout, il y a d'énormes différences de richesse entre les différents États de mon pays. Il dit, au bord de l'océan Atlantique, sur la côte, où il y a une majorité de population africaine, les fameux coupeurs de canne à sucre à l'origine, ce sont des États très pauvres. Des États très pauvres, tous les petits États qui se trouvent le long de la côte. En revanche, l'État de Sao Paulo est aussi riche que les États les plus riches les zones les plus riches de l'Europe, comme la Bavière, la Westphalie, l'Île-de-France, etc. Voilà. C'est un État remarquablement riche. L'État de Rio l'est également, malgré l'influence des bidonvilles. Mais il est vrai que c'est un pays... Alors, il dit l'État est indispensable au Brésil parce que le rôle de l'État doit être de rapprocher les zones pauvres des zones riches pour avoir au moins de différences, moins de ferments éventuellement révolutionnaires des zones les plus pauvres vers les zones les plus riches. Et un jour, Fidel Castro, qui m'avait reçu un jour dans son bateau de la baie des Cochons, m'avait dit ceci: si le Brésil passe à la révolution, c'est toute l'Amérique latine qui passera à la révolution. En revanche, si le prolétariat brésilien ne bouge pas, on aura énormément de mal à gagner à la révolution l'ensemble du continent. Donc, alors le Brésil, c'est sous le signe du gigantisme. Il y avait 24 États où on était reçus, ma famille et moi, comme si ça avait été un État indépendant avec la garde nationale de l'État, avec un uniforme différent, des ressources différentes, des industries différentes. C'est vraiment comme 24 États. Et ce Brésil, on a fait le tour, j'en ai vu finalement 23 avant d'être nommé ailleurs. Et c'était quelque chose de très exaltant. Ce gigantisme était en particulier le fait de la zone amazonienne du Brésil, qui elle seule fait les 2/3 du territoire brésilien. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Manaus plusieurs fois, et une fois d'en redescendre avec un bateau de guerre français qui était allé à Manaus. J'en avais profité pour voir
gouverneur de Manaus, qui est la capitale de l'État d'Amazonas, de l'État des Amazones. Et là, nous avons mis pour redescendre jusqu'à Belém, comme ils disent, 3 jours et 3 nuits, car sur cette Amazone gigantesque, vous ne voyez pratiquement pas une rive ni l'autre. Vous avez l'impression de voguer souvent de plein jour dans la mer. Et la nuit, il y a un phare qui éclaire le bateau pour éviter, si possible, les troncs d'arbres qui dévient dans le cours du fleuve, de ce fleuve gigantesque. Et en arrivant à Belém, après une soirée précédente bien arrosée, je sors sur la proue du bateau, et qu'est-ce que je vois? Je vois un trois-mâts posé sur la selva, c'est-à-dire sur la forêt. Sur la forêt. Avec les voiles qui étaient déchirées à force du vent. Alors j'ai fait venir le capitaine, je lui ai dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Ou est-ce que c'est votre vin d'hier soir qui me fait voir une hallucination? Et non, c'était vraiment un 3 mois. Ça veut dire qu'un bateau bien gréé qui avait été pris certainement par une tempête à la zone haute des eaux hautes, et quand les eaux avaient baissé, le bateau était resté perché sur la forêt. Et là, on voyait, pendant tout le temps de la descente de l'Amazone, des enfants qui jouaient sur des plateformes de bois, sans garde-fou. C'était effrayant. On disait, si jamais l'un roule, il tombe dans le fleuve, et le fleuve l'emporte. Ce fleuve est si gigantesque qu'il représente le 5e de toutes les eaux douces au monde, lui et ses affluents. Enfin, le bassin amazonien, c'est le 5e des eaux douces du monde. C'est quand même quelque chose de fantastique. Et la preuve, c'est que son flux qui va dans la mer met de l'eau douce 30 km après son embouchure. C'est encore de l'eau douce, tellement il est puissant dans son... Donc là, le Brésil, c'est sous le signe, je dirais, du gigantisme. Maintenant, je vais vous dire ce que, en général, on pense du Brésil n'est pas toujours tout à fait exact, du moins pour la bourgeoisie brésilienne ou de très haut rang. À mon arrivée, je suis reçu par le président de l'association de la Légion d'honneur du Brésil. Alors, il me dit, d'où venez-vous? Enfin, c'est traditionnel. Je lui dis, j'étais ambassadeur en Afrique du Sud. Ah, il me dit, c'est épouvantable le pays. On a discrimination des Noirs et des Blancs, c'est absolument impossible, épouvantable, etc. Et il dit, vous allez voir ici au Brésil, c'est juste le contraire. Nous nous mélangeons, ce qui est d'ailleurs assez vrai, nous nous mélangeons, nous avons au contraire toute possibilité d'épouser des gens de races tout à fait différentes. Vous allez voir, l'ambiance est tout à fait différente. Et tenez, moi, qui suis disons, je prends un mot au hasard, je ne vais pas le citer, Magalhães. Moi, un Magalhães, vous savez ce que c'est que la famille Magalhães? Je dis oui, je ne savais pas, mais j'ai dit oui. Eh bien, nous sommes une des plus grandes familles du Brésil. Eh bien, moi, on m'aura vu au moins 2 ou 3 fois, peut-être même un peu plus, boire le cafezinho, c'est-à-dire le petit café, avec un noir dans un bar de Rio. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, effectivement, que ça ne me semble pas une chose extraordinaire. Et il a ajouté, ah, bien sûr, je ne les ai pas invités de noirs dans ma fazenda. Vous comprenez, j'ai des filles. Donc, le libéralisme, à la fois sexuel et racial, n'était pas à l'ordre du jour, au moins chez le président de cette époque, de l'association de la Légion d'honneur.
Ma dernière anecdote pour le Brésil sera Fanny Ardant, pour laquelle j'ai grande admiration. Fanny Ardant venait de perdre son ami et elle était triste et il s'agissait de la distraire, d'essayer de l'amuser. Elle était venue pour présenter un de ses films au Brésil, car il y avait une séance de cinéma à Rio très importante. Et là, on était invité chez, je ne dirais pas son nom non plus, chez le patron, le grand patron des médias au Brésil, qui a une résidence absolument extraordinaire, sur une colline dominant les deux parties de Rio, c'est-à-dire la partie du pão de açúcar, du pain de sucre, et la partie des plages de Leblon et Ipanema. Et on voit du parc de son immense jardin, qui a 2 ou 3 hectares, on voit la totalité de Rio la nuit. Et c'est une image extraordinaire. On voit le Christ du Corcovado qui étend ses bras sur cette ville pécheresse d'ailleurs. Et on voit de l'autre côté le pain de sucre. Et toutes les lumières, c'est quelque chose un spectacle merveilleux que ce parc. Et au lieu de rester dans les salons de ce monsieur, j'ai dit à Fanny Ardant, venez, on va faire un tour dans le parc. Vous verrez qu'au Japon, si j'avais dit ça et qu'elle m'ait répondu le paysage est magnifique, ça aurait voulu dire qu'elle ne voulait pas. Ça, c'est au Japon. Je vais y arriver tout de suite. Là, elle a dit oui avec plaisir et je lui ai pris le bras et nous avons commencé à descendre la pente en pente très douce qui donnait sur l'ensemble de cette ville prodigieuse qu'est Rio de Janeiro. Et puis, elle me parlait donc, elle me disait beaucoup de choses personnelles et on était dans un climat de confiance et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement agréable. On avait l'impression d'être seul au monde. Et comme c'est une très jolie femme, en plus très intelligente, très brillante, c'était fabuleux. Et à un moment donné, il faut dire que j'avais eu le tort d'amener avec moi la personne qui s'occupait des relations publiques, qui était une grande jeune femme, très grosse et très grande, de la Guyane. Je ne citerai pas non plus son nom. Oh, je peux le dire, elle s'appelait Annick Thébiat-Melson. Et j'entends tout d'un coup « Monsieur l'ambassadeur !» Je fais celui qui n'entend pas. Évidemment, je continue ma promenade avec Fanny Ardant. Et elle continue « Monsieur l'ambassadeur !» Et ça devenait de plus en plus audible. Mais je ne répondais toujours pas. Et j'entends, à partir d'un moment, j'entends des gros sabots, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas des sabots, mais ça résonnait comme des sabots qui se rapprochaient de plus en plus du couple que se formait avec Fanny Ardant. Et j'étais furieux, je lui dis, est-ce qu'elle va se taire au moins? Et elle arrive, nous avons une autre réception, il faut que, nous sommes déjà en retard, etc. L'ambiance était cassée. Je n'ai plus revu jamais Annie. Voilà, Fanny Ardant. Voilà, j'en ai assez pour le Brésil. Maintenant, l'avant-dernière, c'est le Japon. Là, j'ai plus à dire sur le Japon parce que je vois l'ancienne ambassadrice de France au Japon, Madame Huguette Pérol, qui a fait le grand plaisir, l'honneur d'assister. Alors le Japon, ça mériterait plusieurs heures d'explication. Et parce que, au fond, c'est le signe de l'incompréhension. Chacun est de bonne foi et personne ne se comprend. Enfin, j'entends entre Européens ou Américains et Japonais. On ne se comprend pas pour des raisons qu'il faut décortiquer. Par exemple, Lafcadio Hearn, qui était un Irlando-grec naturalisé japonais, a dit « J'ai épousé une femme japonaise, j'ai eu 4 enfants japonais,
et je sais maintenant en main quelque chose du Japon. C'est que je n'ai rien compris au Japon. Alors moi qui ai passé 3 ans et demi, je ne peux pas dire que j'ai compris le Japon. Mais par petits morceaux, comme ça, j'ai quand même essayé de comprendre, et si possible en quelques minutes, de vous faire comprendre aussi certaines réflexions et réactions du Japon. D'abord, il y a 3 façons de dire les choses selon qu'on parle à un supérieur, à un égal ou à un inférieur. C'est toujours du japonais, mais les formules sont différentes et on ne peut pas se tromper. C'est la raison pour laquelle les Japonais, avec une courbette comme ça, vous tendent leur carte de visite, car vous voyez à qui vous parlez et vous pouvez employer le langage qui convient. En plus de ces 3 langages différents, il y a le langage des femmes, qui est lui assez différent du langage des hommes, assez différent. Et c'était l'époque où il y avait disons, des coopérants militaires, des coopérants français. Alors, ils étaient pris en charge par de jeunes et accortes japonaises, et ils apprenaient le japonais sur l'oreiller, si je puis dire. Mais ils apprenaient le langage des femmes, évidemment. Et quand ils se mettaient à parler à des hommes, les hommes ouvraient de grands yeux de voir des hommes qui parlent le langage des femmes. Ça semblait complètement incroyable. Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'un parc. Je reprends l'exemple de Fanny Ardant. Si vous dites à une dame japonaise « Voulez-vous faire avec moi un tour de parc ?» Si elle vous répond « Ah, effectivement, le temps est si beau aujourd'hui », ça veut dire qu'elle ne veut pas. De même, si vous l'invitez à un dîner au restaurant Kicho, le restaurant des plus chers et des plus chics, d'ailleurs, du Japon, si elle répond « Le restaurant Kicho est le meilleur de Tokyo », vous dites ben, « C'est qu'elle accepte », c'est qu'elle refuse. Et dans la diplomatie même, c'est la même chose. Vous travaillez sur un texte, et puis vous mettez une demi-heure par des concessions mutuelles pour arriver à un texte qui se tient debout. Et vous dites, moi, j'étais quelquefois assez énervé, c'était traduit, j'avais un traducteur, évidemment, qui était très bon d'ailleurs. Je disais, maintenant que ce texte est changé, est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que c'est oui ou non? Et s'ils vous répondent, ce texte est maintenant parfaitement rédigé, ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro. C'est très difficile. Évidemment, dans ces conditions, c'est très difficile de jouer, car tout ce qu'on peut dire est différent de ce qu'ils vont comprendre, et vice-versa. Par exemple, on ne dit jamais « yé » au Japon. « Yé », c'est non. Mais c'est très impoli de dire « yé », c'est absolument impossible de dire « yé ». Alors on transforme ça avec des périphrases et des choses comme ça. Mais même les gestes que les Japonais font ne sont quelquefois pas compréhensibles. Ainsi, nous avions un chat à la résidence de France qui montait sur le chambranle des portes et qui regardait l'assemblée de façon extrêmement intelligente et presque humaine. Et je voyais tout le personnel qui, passant avec les plats à l'aile au retour, passant devant la porte où il y avait le chat, saluer le chat. Alors, ça me fait quand même drôle de voir qu'on salue un chat. Et dans le bouddhisme, on peut renaître, l'âme peut renaître sous la forme d'un animal. Et cet animal qui ouvrait les portes et qui montait sur le chambranle était si intelligent que c'était certainement un homme qui avait mal agi dans sa vie humaine, qui était maintenant sous la peau d'un chat, si je puis dire, mais qui avait été très méchant et qui pouvait l'être encore. Il fallait donc être très poli avec lui. Voilà. Alors là, je vais vous raconter, comme dans l'avant-dernier, je vais vous raconter l'empereur, Hirohito. J'ai été le dernier à présenter mes lettres de créance à Hirohito. Il est mort juste après, je vous ai dit que j'avais tué tout le monde, en particulier Hirohito.
Hirohito, alors, c'était quand même quelque chose de folklorique, car moi, mon père, qui était officier, en 1937, au moment de l'incident de Chine, alors que j'étais tout petit, m'avait déjà parlé d'Hirohito. Et je ne pouvais pas penser que dans ma vie humaine, je présenterais les lettres de créance au même empereur, Hirohito. Et donc, les choses se passent ainsi. On m'avait averti que Hirohito ne parlait que le japonais du VIe siècle, pas la langue impériale. Bon. Et qu'on ne lui parlait, qu'on ne pouvait lui parler qu'avec la langue impériale et pas avec le japonais moderne. Comme je ne savais pas un mot de japonais quand je suis arrivé au Japon, de toute façon, il aurait parlé le japon ordinaire, c'était le même tabac. Je ne pouvais pas me faire comprendre. Heureusement, nous avions un interprète de cours qui parlait, lui, le français du XVIIe siècle. Alors, c'était quand même quelque chose de bizarre. Alors, la première phrase d'Hirohito, bon, il a dit des choses en japonais du VIe siècle, que évidemment, je n'ai pas compris un seul mot. Et puis, ça a été traduit de la façon suivante par l'interprète. Sa Majesté l'Empereur demande à Votre Excellence de lui donner les toutes dernières nouvelles de la santé de son frère, de son bon frère. Oh, mais je dis, mais nom d'une pipe, comment peut-il me demander des nouvelles de la santé de son frère alors que je suis depuis 3 jours au Japon et que je ne connais pas un mot de japonais? Et si son frère est malade, il doit le savoir quand même mieux que moi. Mais il fallait répondre quelque chose. Il faut toujours répondre quelque chose. Et j'ai dit qu'il allait très bien. Et puis, sans rien savoir, qui était son frère. Et puis, heureusement, mais avec un temps de retard quand même, c'est allé, je dirais, m'est revenu en tête la phrase qu'avait dite Napoléon III. Au moment où il est monté sur le trône de France, les souverains d'Europe étaient obligés de lui souhaiter, disons, sa bonne entrée dans le cercle des souverains. Et tous les souverains actuellement, c'est pas le cas actuellement, je veux dire, tous les souverains à cette époque, s'écrivaient en français. Et le tsar avait écrit à Napoléon III « Mon bon ami » et puis un texte en français. Et le chambellan français s'était précipité aux Tuileries en montrant ce texte de la lettre du tsar à Napoléon III et en disant le tsar fait une offense à votre majesté car il doit vous appeler mon bon frère, car tous les souverains d'Europe sont frères et ma bonne sœur pour Victoria qui était au pouvoir en Angleterre, mon bon frère, il aurait dû vous appeler mon bon frère. Le fait de vous appeler mon bon ami montre que, d'après lui, vous n'êtes pas de la famille des souverains, comme neveu de ce qu'ils appellent un usurpateur, c'était Napoléon Ier. Et Napoléon III, qui était fort spirituel, avait répondu, mais au contraire, le tsar me fait grand plaisir, car ses frères, on les subit, alors que ses amis, on les choisit. Donc, mon bon frère, c'était Mitterrand. Alors, vous voyez comme quoi il faut quelquefois être au courant de ce qui se passe. En fait, j'aurais dû le savoir car c'est toujours la phrase qu'un souverain ou un chef d'État quelconque pose à l'ambassadeur comment va le président est-elle, mon bon frère. Mon bon frère, vous voyez qu'il s'employait encore du temps de Hirohito. Le reste de la conversation n'avait que peu d'intérêt, mais cette phrase m'avait un peu secoué, un peu déboussolé, surtout qu'Hirohito était un homme impressionnant, avec ses yeux en amande, très peu ouverts, à moitié ouverts seulement, et sa peau tavelée, jaune, avec des taches de vieillesse, des taches brunes, et une petite moustache blanche, très fine. C'est un homme quand même qui avait compté dans l'histoire et
se trouver tout seul devant lui, c'était quelque chose de difficile, d'autant plus que ça avait été préparé par le chambellan japonais, qui, comme ils n'ont aucune confiance sur le sens du protocole des Occidentaux, font répéter les lettres de créance à l'avance. C'est-à-dire, ils s'étaient mis devant le trône du chrysanthème. La salle est complètement nue. J'étais arrivé en carrosse, avec des chevaux et des cavaliers sabre au clair autour de 3 carrosses, l'un pour moi, l'autre pour mon numéro 1 et le 3e pour ma femme. Et on était entré dans une pièce vraiment toute nue, qui est la pièce du trône, avec le trône du chrysanthème, qui s'appelle comme ça, qui est d'une couleur violet clair, dont le dossier est violet clair, et l'empereur est censé, quelque temps après, se mettre debout devant le trône, et on va vers lui. Alors, il m'avait dit ceci, le chef du protocole, comment il fallait faire. Il fallait d'abord, à l'entrée de la pièce, s'incliner vers un small bow, puis marcher et au milieu de la pièce faire un autre small bow, comme ça. Et puis aller vers l'empereur et à 3 pas de l'empereur faire le big bow, c'est-à-dire l'accent circonflexe, se présenter comme ça. Alors, c'est bien, mais il me dit attention, quand vous marchez vers l'empereur, surtout ne regardez pas l'empereur. Marchez, regardez vos chaussures, mais pas l'empereur. Alors moi qui ai mauvais esprit, je lui ai dit, mais si je ne regarde pas l'empereur, je vais buter dans l'empereur. Ma réflexion, à vrai dire, qui ne s'imposait pas, l'a plongé dans une grande perplexité. Et il m'a dit ceci, très étonnant. Il m'a dit, mais est-ce qu'on regarde le soleil en face? Car il était le 73e, quelque chose comme ça, descendant de la déesse solaire Amaterasu, qui s'écrit Amaterasu, mais qui se prononce Amaterasu, qui a formé le Japon. Elle avait encore dans les mains un peu de calcaire, un peu de rocher, un peu de plaine, un peu d'atlan, etc. Et elle a tout jeté ça dans le Pacifique, et ça a fait les îles japonaises. Et l'empereur est censé descendre directement par primogéniture de la déesse Amaterasu. Et lui, qui est un très vieil homme, croyait dur comme fer qu'on ne peut pas regarder un descendant d'Amaterasu sans ça. Et d'ailleurs, c'est ce que faisait la population japonaise au moment où l'empereur passait avec son shako et sur son cheval blanc. On mettait la tête des enfants dans la poussière en disant « Ne regarde pas l'empereur, tu perdrais la vue, tu deviendrais aveugle si tu regardais l'empereur. » C'est le descendant toujours de la déesse Amaterasu, etc. C'est vous montrer à quel point nous pouvons quelquefois être loin de cette conception. Alors, et l'empereur ne serrait pas la main autrefois. Personne ne touchait à la main d'un dieu. Et son père était mort d'une banale appendicite parce qu'aucun chirurgien japonais n'avait osé opérer l'empereur. Voilà ce qui s'était passé, si vous voulez, avec l'empereur. Alors, maintenant, l'autre anecdote, l'anecdote suivante, c'est celle du vase brisé. Je l'ai dit quelquefois dans des dîners. Ceux ou celles qui l'ont entendu voudront bien m'excuser de la répéter, parce qu'elle est assez, disons, assez typique de ce qu'est le Japon. Nous arrivions à la période de Noël, peu de temps avant la période de Noël, et nous avions fait 2 grands arbres de Noël. Huguette en sait quelque chose, où il y avait dessus, pour les enfants du personnel japonais de l'ambassade. C'était presque uniquement des dames qui étaient secrétaires, dactylo, tout ce que vous voudrez, et qui avaient des jeunes enfants, les enfants qui venaient avec les enfants
disons de 6 à 12 ans par exemple, et qui devaient décrocher les giri. Giri, ça veut dire cadeau en japonais, les giri accrochés sur le sapin. Comme les Japonais sont très peu religieux, bouddhistes, shintoïstes et chrétiens, au fond, j'allais dire, ils mangent à tous les râteliers, et quand il y a des giri sur un arbre de sapin de Noël, ils sont très contents de le décrocher. Et effectivement, malheureusement, nous avions oublié, ma femme et moi, de retirer un vase Ming superbe qui était une propriété personnelle et qui était sur une console. Et il était resté là, on n'avait pas évacué. Et c'est passé ce qui devait se passer. C'est-à-dire qu'un petit japonais a plongé sur la console, le vase a fait comme ça, il est tombé par terre, il s'est cassé en 1000 morceaux. Nous sommes arrivés, l'air complètement perturbé, parce que c'était quand même une perte en plus sentimentale, ce vase brisé. Bon. Et la mère de l'enfant coupable de ce forfait est arrivée, bien sûr, avec les autres mamans, devant ce désastre du vase brisé. Et nous étions carafechada, comme on dit en portugais, c'est-à-dire comme ça. Et normalement, toute femme au monde, toute mère aurait dit, je ne sais pas comment on veut dire, et se serait excusée. D'autant plus curieux que si je passe, je bouscule seulement d'un coup de bouscule, vous, cher ami, je vais dire, si je suis japonais, sumimasen pendant un quart d'heure. Sumimasen, je vais dire excusez-moi. Et là, au lieu de s'excuser, elle s'est mise à rire aux éclats, à la japonaise, c'est-à-dire j'ai trouvé ça bizarre. Et comme son rire était communicatif, ma femme et moi nous sommes mis à rire aussi. Bon, après tout, un vase, c'est un vase, à boire. Mais quand même, ça m'était resté par là. Et le lendemain, quand elle est venue me porter à signer un télégramme, je lui ai dit Teruko, ko, ça veut dire jeune fille en japonais. Teruko, bon, j'étais un peu étonné que vous ayez tellement ri quand votre fils avait cassé un vase précieux. Veuillez m'expliquer pourquoi. Et elle m'a expliqué en me donnant une leçon de politesse que je n'ai jamais oubliée et que je vais vous rapporter. Une leçon, vraie leçon. Elle m'a dit, j'étais morte de confusion. Mais ça n'aurait servi à rien, car vous étiez en train, vous, avec votre femme, de perdre la face. Car vous aviez l'air fâché. Et elle ne m'a pas dit aussi crûment que ça, car les Japonais disent toujours les choses comme ça. Mais vous paraissiez tellement fâché qu'il fallait que je fasse quelque chose pour vous faire sourire ou rire. Car normalement, vous auriez dû dire « ce vase n'a aucune valeur, n'a aucune importance, et si les serviteurs l'auraient cassé demain, si votre fils ne l'avait pas cassé ce soir, etc. » Et dire que de toute façon, ça n'était pas important, et rire, et surtout rire. Comme vous ne riez pas, je me suis mis à rire jusqu'à temps que vous riez. Et quand vous avez ri, vous avez regagné la face. Vous rendez compte, c'est un peu incroyable. Alors, après le vase brisé, peut-être le dîner geisha. Le dîner geisha. Alors, une geisha, geisha veut dire en japonais femme cultivée, ou personne cultivée. Et effectivement, les geishas sont cultivées dans la mesure où elles connaissent des poèmes en quantité, elles savent jouer merveilleusement du shamisen, qui est une sorte de banjo, et elles sont là pour égayer et pour distraire les dîners d'hommes. Les dîners geishas sont des dîners où il n'y a que des hommes, et des geishas à côté.
était invité avec moi-même à un dîner geisha par le Kaidanren, qui est c'est le patronat japonais, Kaidanren. Et ce ne sont pas des gens rigolos, ce sont des gens extrêmement sérieux, plus encore que le patronat français, très, très rigides, mais qui ont besoin justement d'être détendus par des geishas. Alors que font les geishas? Eh bien, on s'assied autour d'une grande table, et on s'assied très inconfortable. D'ailleurs, on est obligé de croiser les jambes, surtout quand on les allonge. Et là, on a une geisha de chaque côté, un peu derrière vous. Celle de droite vous sert le saké, vous remplit votre petit verre de saké. Quand il est vide, il est très souvent vide parce que vous buvez très souvent, il y a des toasts, et vous buvez. Et l'autre, bien, joue des jeux innocents, la main chaude, ou des allumettes, ou des choses comme ça. Et de temps en temps, elles vont à l'arrière, elles saisissent leur shamisen et elles jouent, et c'est assez merveilleux de les entendre. Ou elles racontent des vers auxquels on ne comprend évidemment rien. Et alors, quand j'ai dit ce dîner de geisha, musical et poétique, vous verrez, alors il était un peu déçu, mais quand même il y allait avec grand intérêt. Et nous sommes assis, et moi, deux geishas fort jolis se sont mises derrière moi, et lui, il a vu arriver derrière lui deux vieilles dames, avec toutes ridées, avec un peu de moustache probablement, et des dents nord. Enfin, c'était chuchote affreux, abominable, qui sont installés derrière lui. Il s'est penché à mon oreille, il me dit « Je pars. Le Kaidanren me fait un affront. Il m'envoie deux guignols, moi je ne veux pas. Je pars, ils me font. Je lui dis « Gardez-vous-en bien. Ce sont les plus chères, les plus demandées de tout le Japon. Elles sont demandées des mois à l'avance et elles valent leur pesant de poudre d'or. Car elles savent 500 poèmes et au moins autant de parts de shamisen. Et elles vous font, le Kaidanren vous a fait au contraire un grand honneur. Et heureusement, il m'a écouté, il est resté à sa place. Et bien, lui en a pris, car ça aurait fait un scandale épouvantable s'il était parti. Bon, ça c'est le dîner shamisen. Maintenant, je vais vous parler de l'arrivée de la route de Shuzenji. Shuzenji, c'est c'est l'endroit d'été, la résidence d'été de l'ambassade. C'est un endroit absolument merveilleux. Il y a un grand lac, un lac de cratère. Il y a une cascade énorme où, cette fois, ce sont les amoureux qui se jettent dans la cascade. Quand il y a des amoureux, des jeunes amoureux, auxquels que les familles se refusent à lier, le jeune homme prend la main de la jeune fille, ils sont en haut de la chute d'eau, une immense chute d'eau, très puissante, et ils se jettent dans la cascade. C'est on appelle la cascade des amoureux, oui, cascade des amoureux. Et Shuzenji, il y a une petite maison en bois. Claudel est censé avoir écrit une partie du soulier de satin, la fin du soulier de satin, je crois. Alors, il voulait avoir, c'est sur une table rouge, et il y avait donc un dîner qui avait été préparé par la gardienne de Shuzenji, qui est une personne qui sait vaguement faire la cuisine japonaise, mais il fallait apporter un litre, elle m'avait fait dire par téléphone qu'il fallait apporter un litre de vin blanc supplémentaire. Vous allez voir qu'il a une importance dans le récit, parce qu'il manquait de vin blanc à la résidence de Shuzenji. Bon. Alors j'avais mis une bouteille de vin blanc qu'on m'avait donné dans un cabas, qu'on avait mis dans la voiture de tête, et l'autre voiture, il y avait ma femme, et nous étions tous les deux dans la première voiture. Et il y avait mon cabas avec la bouteille de vin. Et on
on avait décidé de voir, parce que quand on allait au Japon, les gens qui allaient au Japon, y allaient pour une semaine au moins. On ne va pas au Japon pour 48 heures. Et on ne savait pas quoi trop en faire ce dimanche, et on les a emmenés à Nikko. Nikko, que j'aime beaucoup, il y a des temples merveilleux. Et on avait pris la voiture pour nous rendre tranquillement à Shuzenji. Mais pour aller à Shuzenji, il y a une route en lacet et qui de temps en temps perce des tunnels. Et on arrive ainsi, après 2 ou 3 heures, non, quand même pas, d'après 1h30, quelque chose comme ça, d'affilée en voiture, on arrive à Shuzenji. Alors, on avait pris la route, et cette route était univoie, c'est-à-dire qu'on pouvait la monter, mais on ne pouvait pas la redescendre. Il y avait une autre route en lacet pour la redescendre. On arrive au milieu à peu près du trajet, un embouteillage, je ne sais pas ce qu'il y avait ce jour-là, un embouteillage extraordinaire, les gens avaient dû arrêter leur voiture et pique-niquaient dans les fosses. Alors on s'arrête, les 2 voitures s'arrêtent et on commence la conversation. Alors je parle d'abord de la Russie, on passe aux Pays-Baltes, puis à la Pologne, et puis je crois qu'on a été arrivé presque au Malawi, et il a été déjà une demi-heure était passée, on n'avait pas bougé d'1 centimètre. Je dis, Monsieur le Président, il n'y a pas grand-chose à aviser, sauf à continuer à pied. Alors, je dis, d'accord, on va continuer à pied. On va chercher les dames qui étaient juste derrière, et on continue à pied, en longeant toutes les voitures qui étaient à l'arrêt. Et on marche indéfiniment. Quand on était sous les tunnels, on était obligé de se mettre le dos contre le bord du tunnel, car pas les voitures, mais les motocyclettes passaient, elles, à toute vitesse devant nous. C'était un cauchemar. Je tenais le cajot et la bouteille. Et puis, à un moment donné, après qu'on avait marché indéfiniment, et très courageusement, ils avaient continué, nous-mêmes, on voit une voiture avec gyrophare, je ne sais pas comment elle a été passée, qui venait vers nous. Alors évidemment, je mets dans la voiture, je l'arrête, et il y avait un seul chauffeur japonais, et je rassemble peu de japonais que je savais, je dis Watashi wa France Taishi, Watashi wa France Taishi, et je dis France Daitorio. Ça veut dire, moi je suis l'ambassadeur de la France, et lui, il est le président, je ne savais pas comment dire ancien, j'ai dit le président de la France, de France Daitorio. Alors il nous regarde avec des yeux complètement globuleux. Il voit on était en salopard, avec des pantalons de froissés, des chemises ouvertes, et moi je tenais à la main un cabas avec une bouteille. Alors, lui, il ne pouvait pas penser que, pour lui, un ambassadeur, a fortiori un président, ne se déplace qu'avec une escorte, avec des drapeaux, avec des bonbons. Il nous regarde, il continue à regarder avec des yeux ronds, puis tout d'un coup, il éclate de rire, et il dit « Watashi wa Nihon Tenno » et moi, je suis l'empereur du Japon. Et il file, et il nous laisse continuer notre marche jusqu'à Shuzenji. Bon, j'ai presque fini le Japon. Ah oui, j'ai encore le choc. Oui, nous sommes invités, ma femme et moi, peu de temps après l'arrivée, à Kyoto. À Kyoto qui était l'ancienne, tout le monde le sait, l'ancienne capitale impériale du Japon. Et là, on m'avait appris que les dames japonaises ne veulent pas qu'on leur touche la main. Le shake, ça ne se fait pas, on doit s'incliner devant elles. Parce que moi, c'était très difficile à comprendre, parce que je venais du Brésil. Et au Brésil, c'est tout à fait le contraire. Quand vous invitez des couples pour le dîner, par exemple, là, vous serrez la main de l'homme, et la femme se jette dans vos bras littéralement. C'est-à-dire que vous la prenez dans les bras, vous lui embrassez les cheveux, les joues, tout ce que vous voulez. Et en tout cas, et puis ensuite, elle
va dans la pièce de réception et le couple suivant arrive. Et j'avais fait ça pendant 3 ans et demi, de prendre les femmes dans les bras pour l'invitation. Et les premières fois que j'avais fait ça au Japon, machinalement, je prenais les Japonais, alors elles se reculaient en faisant j'ai compris que ce n'avait pas du tout le style avec les femmes japonais. On m'a dit simplement qu'il fallait se lever devant elles. Et j'avais appris ma leçon. Et là, on va chez le gouverneur, ils étaient mis en grande tenue, gouverneur avec le yukata gris clair, très joli. Et elle, sa femme avait un kimono d'une extrême beauté, avec un kimono rose, avec des dragons dorés, je me souviens, super, super. Alors, nous arrivons, je serre la main droite du gouverneur du département de Kyoto, et puis je m'apprête à faire ça devant sa femme, au beau kimono. Mais elle, à ma grande surprise, elle tend sa main à baiser, comme ça. Alors c'était tellement incongru que il fallait que je fasse quelque chose, que je baise moi la main. Et je me suis donc penché, peut-être un peu trop loin, pour lui baiser la main. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de faire le salut japonais ordinaire qui est d'avancer la tête. Si bien que nos deux têtes se sont choquées, l'une après l'autre. Et j'appelle ça le choc des civilisations, si vous voulez. J'en arrive à mon dernier point, la Grande-Bretagne. Alors c'est peut-être le plus intéressant, bon, je ne sais pas, à vrai dire, parce qu'il y a là, c'est le signe de l'humour. Le Japon, c'est le signe de l'incompréhension. Là, pour la Grande-Bretagne, c'est le signe de l'humour. Alors, comme pour le Japon, on arrive par les lettres de créance, on le disait, elle m'a demandé évidemment d'où je venais. Question toujours habituelle. Je lui ai dit, madame, ce qu'on appelle madame, je viens du Japon. J'ai présenté des lettres à l'empereur Hirohito. Il dit, ah, Hirohito, ce grand empereur, cette dynastie formidable. Moi, je disais, c'est comme même l'homme qui a déclenché la guerre du Pacifique. C'est curieux qu'elle dise ça. Elle dit, ah, Hirohito, songez 2000 ans de succession sans que la dynastie change par primogéniture. Elle en avait plein la bouche, si je puis dire. Et elle a dit aussi cela, vous savez, après un moment de silence, elle m'a dit, vous savez, tout bien réfléchi. En fait, il n'y a plus que 2 grandes dynasties au monde, que 2 dynasties. Il y a celle d'Hirohito et la mienne, dit-elle modestement. Alors, moi j'ai eu le culot de lui dire, mais ça je ne vais pas le dire. Je lui ai dit, mais madame, il y a quand même des dynasties plus proches de nous que celle d'Hirohito. La Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas. Quand j'ai dit Netherlands, elle m'a coupé. Qui ne se fait jamais, elle m'a coupé. Elle m'a dit, oh, c'est dynastie à bicyclette. Parce que pour elle, la reine Juliana, effectivement, effectuait ses tournées dans les polvers à bicyclette. Pour elle, une dynastie à bicyclette, ce n'était pas une vraie dynastie. Et alors, j'en reviens à ma femme et à son chapeau. Malheureusement, pendant que nous discutions, tantôt en anglais, tantôt en français, sa boucle d'oreille, de l'oreille gauche, tombe par terre. Elle aurait dû la laisser. Il y avait le garde irlandais, le garde écossais qui avait vu la chose de chaque côté. Mais elle a eu le réflexe, comme beaucoup de femmes dans cette occasion, elle s'est penchée pour ramasser sa boucle. Elle a ramassé sa boucle, mais la pointe de cuivre est allée dans l'œil de la reine, si bien que la reine a fait un petit saut en arrière. Sans ça, elle avait l'œil crevé. Ça est exactement dans la trajectoire de l'œil de la reine. Et imaginez crever l'œil de la souveraine, le créance, c'était quand
c'était quand même affreux. Alors, ma femme était blanche comme ce toit, là. Et puis moi, je n'étais pas très fier non plus. Et elle a dit, c'est là que je commence l'humour de la reine. Elle a dit, oh, dans son français assez accentué, elle m'a dit, oh, ne vous excusez point. Cela eût vengé quelques batailles perdues par vous. Waterloo, Trafalgar, et je crois qu'elle est montée jusqu'à Agincourt, Azincourt. Et le reste s'est passé sans autre incident. Mais enfin, c'était quand même quelque chose d'assez difficile que cette chose. Et puis, ensuite, la reine est allée, cette année-là, à Bordeaux. Et elle voulait aller en Gironde, puisque l'Aquitaine était au fond, elle était duchesse d'Aquitaine pendant des années au Moyen-Âge, duchesse d'Aquitaine. Elle y tenait beaucoup à son rang de duchesse. Et je devais la rejoindre à Blois, car j'avais été chargé de la cornaquer constamment, de veiller à sa sécurité, qui est bien les gardes de sécurité, et de la distraire, de lui raconter des choses. Bon, je ne savais pas trop quoi lui dire. Et je devais la rejoindre à Blois. Et Blois, c'est Jacques Lang, qui était le maire de Blois à cette époque, et qui avait fait installer 2 trônes. Un pour la reine et un pour lui, car le mari de la reine était allé à l'île Longue pour voir les sous-marins porteurs d'engins nucléaires. La reine était donc seule. Et après son nez à Blois, nous sommes montés dans l'avion royal qui a l'empennage rouge, là, l'arrêt rouge, et je lui ai dit, Madame, qu'est-ce que vous avez pensé de la réception de Blois? Et elle m'a répondu avec un sourire, I was amused. Elle était seulement amusée. Bon, mais alors, cet avion royal, c'était un piège, car j'étais placé à côté de la souveraine, c'est-à-dire à sa gauche, sur deux sièges, et il n'y avait personne derrière ni à côté, personne, les gardes du corps étaient à l'arrière de l'avion royal. Dans l'avion royal, il y a une sorte de glace, de miroir dans laquelle la reine, avant de descendre, toujours se poudre les yeux, les joues et le nez. Et il n'y a que 2 places, il y a un compagnon à la reine quand elle se déplace en avion. Et j'avais été donc à côté d'elle. Je me dis, qu'est-ce que je vais lui raconter pendant 1h30 que va durer le voyage jusqu'à Bordeaux. Heureusement, mon attente a été de courte durée, car j'ai vu le steward qui est venu lui apporter Paris Match. Alors je me suis dit, tant qu'elle va lire Paris Match, je n'aurai pas besoin de lui tenir la jambe. La jartelle, si je puis dire. Et effectivement, j'étais soulagé, mais ce soulagement a été très court, car elle a ouvert Paris Match, et elle a vu en grosses lettres Élisabeth II, 2 points, les scandales familiaux, la permissivité sexuelle, etc., 2 points, une reine inusable. C'est la catastrophe. Alors, elle se penche vers moi, elle avait parfaitement compris, mais elle se penche vers moi, elle dit « What does it mean, inusable ?» Alors là, j'étais content pour une fois, je ne suis pas souvent content de mes réponses, mais là, j'étais content de ma réponse. J'ai dit, Madame, c'est une personne sur laquelle le temps n'a aucune prise. J'étais content. Mais j'ai été content, là encore, de façon très courte, car elle m'a dit, oh, je suis rassuré. Je croyais que cette inusable, c'était réservé pour les chaussures. J'ai replongé. Mais c'était une marque d'humour, évidemment. Et puis, mon Dieu, autre trait d'humour, il y a normalement une grande, au palais de Buckingham également, la fête de la reine, l'anniversaire de la reine, où toutes les ambassades, et il y en a
180, moins en Angleterre, les représentants de toutes les ambassades. Il y a l'ambassadeur, sa femme, le chargé d'affaires éventuel, sa femme, et l'attaché militaire et sa femme. Il y a 6 personnes par ambassade. Et on se met tous en randonnion, et le long passe la famille royale. Et là, c'est amusant, parce qu'elle passe en tête, n'est-ce pas? Elle dit bonjour, elle serre les mains, et elle continue au plus loin. Et puis ensuite, à 3 pas derrière, il y a son mari, duc d'Édimbourg, et puis il y avait le jeune couple de Lady Di et de Charles d'Angleterre. Et puis c'était tout d'ailleurs, ils passaient les uns derrière les autres. Alors, dans notre rang, là, les journalistes, je ne sais pas pourquoi, s'étaient un peu bloqués à l'endroit où nous étions debout en attendant le passage de la reine. Mais la reine n'attirait pas tellement la curiosité, encore moins son mari, et ils étaient tous autour de Lady Di, de la duchesse de Cornouailles, de Wales, de Galles. Et elle était tellement prise en photo que sa robe blanche, une superbe robe blanche, était devenue bleue, tellement les flashs étaient... Et puis le pauvre Charles était à côté, personne ne s'occupait de lui, il avait les bras ballants, il était près de nous, les bras ballants. Alors il s'est énervé à la fin de cette... Elle tournait, c'est même pas le joli profil, car les 2 profils sont également beaux, mais elle était toujours comme ça. Et lui, il s'est piqué devant moi, il a fait le salut prussien, et il a dit « Diana's husband ». Et là, il ne faisait que copier Kennedy, qu'il avait fait devant le général de Gaulle. C'était une copie. Mais tout, finalement, à part la duchesse de Galles, tous les gens de la famille royale aiment beaucoup faire des bons mots, des astuces, etc. C'est ainsi qu'on a demandé un jour devant moi au prince consort si ça ne lui faisait pas quelque chose d'être toujours à 3 pas de la reine, derrière la reine. Alors il a répondu assez spirituellement, il dit non, en cas de soleil, ça me donne de l'ombre. En revanche, il y avait dans la ligne, dans la filée des gens, il y avait au 7 ou 8e rang, peut-être au 10e, il y avait Monseigneur Barbarito. Monseigneur Barbarito, je l'avais connu en Haïti, il était le nonce apostolique en Haïti, et comme Haïti est un pays concordataire, le nonce apostolique est le doyen du corps diplomatique automatiquement. En Angleterre, il ne s'agit pas évidemment de pays concordataire, il a sa place qui est déterminée par son arrivée dans le pays. On a son tour de bête. Et lui, il faisait toujours cette nostalgie de ne pas être le principal, c'est-à-dire le doyen du corps diplomatique. Et alors, chaque fois qu'il nous voyait, il disait « il y en a plus 6 qui sont devant moi ». Et alors l'un mourait peut-être avant, ou l'autre partait plus souvent vers un autre poste. Il dit « ah, il y en a 2 qui sont partis derrière moi, je suis le 4e maintenant ». Et je dois dire, j'ai quitté Londres sans savoir s'il avait jamais été le doyen du corps diplomatique. Toujours est-il, en revanche, la princesse de Galles n'était pas très, comment dirais-je, très pleine d'humour. C'est ainsi, par exemple, que j'ai eu un jour à Cardiff une disons, c'était du rugby, oui, une grande séance de rugby, c'était le match des 5 nations à l'époque. Et il y a au-dessus du champ où
cela se passait, du terrain où cela se passait, il y a une petite, juste une, je dirais, une petite guérite, ou un petit balcon où il y a juste 2 places. Et la princesse de Galles était là, représentant Galles, et j'étais venu exprès pour représenter la France. On a eu d'ailleurs le bon goût de perdre ce jour-là. Mais je disais, j'aime beaucoup les jolies femmes, au moins pour les regarder, et je me disais, pour être à côté de la plus belle femme du monde, pendant, soi-disant, la plus belle femme du monde, pendant le temps du Louis-XVI, comme ils disent, ça va être quelque chose de merveilleux. Mais j'ai été déçu. Je dois dire que j'ai été déçu. Car j'essayais de l'intéresser par des récits, par des choses. Et elle me disait très gentiment, à ce temps, elle disait « Oh yes, are you sure? Ou indeed ?» Je n'ai jamais pu lui tirer quoi que ce soit d'intelligent ou d'intelligible. Et, chose terrible, j'avais hâte que la partie reprenne, pour n'être plus obligé de lui parler, puisqu'elle ne répondait que par des monosyllabes. Voilà. Alors, en revanche, un jour, des Français ont brûlé tout un camion de brebis vivantes. Alors, un de mes adjoints a fait un jour une astuce qui était très... Il dit, c'est en avance sur le barbecue. Ça s'est su, dans les journaux anglais, nous ont traîné dans la boue pour cette réflexion qui est vraie, était stupide. En tout cas, un autre jour, des marins français, dans le port de Cherbourg, avaient arraché un drapeau de l'Union Jack parce que ce petit voilier, non, c'était un petit drapeau, un petit bateau à moteur, les avait gênés pour leur pêche autour des îles anglo-normandes. Il y a toujours un conflit de pêche autour des îles. Et ce coup d'arracher un drapeau britannique, c'était affreux. Au XIXe siècle, c'était presque un casus belli. Et là, montrant que le Foreign Office, il y a des gens intelligents, le ministre n'était pas là, il était en voyage à l'étranger, en Europe, comme ils disent, parce que l'Europe, pour eux, c'est seulement le continent. Et j'ai été reçu, donc, pour une protestation que je m'imaginais forte et violente de la part du secrétaire général du Foreign Office. Et alors que je m'attendais à être traîné vraiment de grande scène, il a commencé à me parler du temps. The terrible English weather. De toute façon, on commence toujours comme ça parce qu'il est toujours mauvais. Et quand il a eu fini sur le temps, il m'a parlé de tas de choses qui n'avaient rien à voir avec les fameux pêcheurs. Je me dis, mais pourquoi m'ont-ils fait venir? Car en bas, il y avait des journalistes en quantité qui allaient prendre ça en photo et m'interroger, très, très gênant, qui ne disent rien. Et finalement, il se lève, alors je me lève aussi, et il va vers la porte. Et au moment où je passais la porte, vraiment étonné, il me tape sur l'épaule, comme ça il me dit « By the way, you're fisherman ». Et je pars. Il avait dit juste « By the way », c'est-à-dire à propos, you're fisherman. C'est tout ce qu'il avait dit. Et en bas, les journalistes disaient « Alors, est-ce qu'on va rompre les relations diplomatiques ?» J'ai répondu modestement « No comment ». Je ne pouvais pas dire ce qui s'était vraiment passé. Mais dernière chose, dernière anecdote, la reine mère. La reine mère qui était une femme fort intelligente et sympathique et surtout francophile. Ce que beaucoup plus probablement que la reine actuelle, mais quoique la reine actuelle c'est francophile, mais sa mère l'est encore beaucoup plus, et comme elle allait
un jour, la première fois qu'elle est allée en France pour inaugurer une statue ou de la résistance ou quelque chose, parce qu'elle est très liée à la résistance française, elle partait de l'aéroport militaire de Northolt. Et je m'étais fait un devoir d'aller la saluer à son départ, ce qui était tout à fait d'ailleurs normal et même obligé, son départ pour la France. Et comme l'échelle de coupé était très raide, je lui ai offert mon bras. Je lui ai dit, Madame, elle est aussi Madame, voulez-vous le secours de mon bras? Et elle m'a répondu, by Jove, par Jupiter. Et elle a en français, le reste en français, me prendriez-vous pour une vieille dame? Elle avait près de 100 ans. Vos souvenirs sont absolument passionnants. Je pense que tout le monde a apprécié cet après-midi. Et y a-t-il une question? Pas de question? Alors écoutez, merci encore, Monsieur l'ambassadeur de France. Et nous nous retrouverons très bientôt. Nous pourrons profiter à nouveau de quelques anecdotes, j'imagine, maintenant sur l'Afrique du Sud, puisque vous revenez le 18 décembre. 18 décembre, pour nous parler de l'Afrique. J'ai dit 18? Quelle date vous disiez? 18 décembre. Ah oui, je me Très bien. En tout cas, merci encore. Bravo pour ce passionnant exposé. Et donc, à très bientôt.